Chers amis de TV Liberté, nous avons la joie de recevoir ce matin Monsieur Jacques Georges. Bonjour monsieur. Pour un livre extrêmement intéressant, atypique, un livre, j'ai envie de dire, puisque nous aimons tous les deux Brasiliac, en 7 couleurs. Oui. Comprendront ceux qui ont lu ce joli livre. Et le titre s'appelle « 7 décennies qui ont changé la gueule du monde ». Alors, première question, vous parlez tout à fait clairement, la gueule, pourquoi vous ne dites pas la face du monde? Vous êtes en colère? Je suis en colère, oui. Je suis en colère depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'expression de quelques décennies effectivement, de colère contenue. Mon éditrice aurait peut-être préféré la face du monde. Oui. Mon éditrice, oui. C'est Isabelle de Brémond-d'Ars, qui est une femme très civilisée. Absolument. Elle ne doit pas parler comme ça. Une cousine de Jean d'Ormesson. Et donc, elle aurait peut-être préféré à certains moments la face du monde, parce que ça aurait été peut-être plus convenable. Mais le bouquin n'aurait peut-être pas été... Enfin, je pense que ça décrit mieux la psychologie de l'auteur et le contenu du livre. Absolument. Vous avez une préface de Philippe Conrad. Oui. Et votre éditeur est donc IBA Voilà. comme Isabelle de Brémond-d'Ars. Voilà. J'ai pris beaucoup de bonheur à lire ce livre parce qu'en fait, nous avons vécu les mêmes années dans cette France. Et donc, j'ai l'impression de revoir ce film, d'une part. D'autre part, votre enfance, puisque c'est chers amis de TV Liberté, c'est une sorte d'autobiographie, c'est un récit multiforme. Votre vie commence à la campagne, dans un endroit tout à fait de rêve. Vous avez l'humour de dire que vous aviez tout le luxe, vous aviez l'eau courante et les produits bio, puisque évidemment à la campagne on a des produits bio. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Et que, on a tous, dans ces temps-là, on a tous eu des moments de campagne très grands. Et donc, j'ai retrouvé l'odeur des foins, les courses dans les bois, la recherche des champignons. Oui. Voilà. Et c'est en effet un monde qui est un petit peu disparu pour la plupart d'entre nous, alors que Oui. quand vous êtes né, les 3/4 des Français, je ne connais pas les proportions, mais enfin, vous étiez nombreux à vivre à la campagne. 40% 40% à ma naissance à peu près. 40% de la population active était dans l'agriculture. Alors, je dis que ce livre est très original parce qu'en fait, il est parcouru de chansons, que ce soit des chansons populaires ou que ce soit de la grande musique avec Ravel, Debussy, Fauré, Chausson. Ouais. J'ai été dans le... Poulenc. J'ai été écouter le Gloria, le Domine Deus du Gloria de la messe de Poulenc, de Chausson plutôt, que je ne connaissais pas, et en effet c'est céleste. Donc, et puis vous posez des questions et vous y répondez dans des petites rubriques qui résument un petit peu. Oui. Et... Ah oui, ce bouquin, il a plusieurs natures. Enfin, je dirais qu'il a été... Je l'ai rédigé d'abord au départ pour moi-même, ou plus exactement pour mes enfants et mes petits-enfants. Parce que moi-même, j'ai un peu la frustration d'avoir connu mon grand-père, qui fait la couverture du livre, sans rien savoir au fond. Oui, c'était une époque de taiseux. Voilà, c'est ça. Et donc je me suis dit, bon, je vais laisser quelque chose qui permettra à ceux que ça intéressera peut-être plus tard, même peut-être beaucoup plus tard, de savoir ce qu'on pensait, la conception du monde qu'on avait. Vos petits-enfants ne sont pas encore assez... J'ai des petits-enfants qui ont entre 5 et 16 ans. Oui, donc c'est encore un peu jeune pour lire le livre. Ah, pas les 16 ans. Les 16 ans, ils l'ont lu? Ils l'ont lu, et même très bien lu. Et alors? Très bien lu, avec beaucoup d'intelligence. Eh bien, non, c'était... Vous avez de quoi parler avec eux? Eh bien, on parle de choses sérieuses, on parle du passé, on parle un petit peu du présent, on parle beaucoup du futur, parce que le futur,
c'est ce qui les préoccupe C'est et le c'est ce qui me leur. préoccupe aussi. Moi, ma vie, elle est presque finie. Ouais. Mais par contre, j'espère survivre à travers ma descendance. La descendance, C'est c'est votre éternité. une forme, absolument, c'est une forme d'éternité, en tout cas de longue durée. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est le futur. Alors, nous parlons du futur. Mais le futur, il n'est jamais par hasard. Le futur n'est pas n'importe quoi parce qu'il y a le passé qui le détermine. Alors, cette enfance, cette enfance vous en parlez très joliment. Le monde de l'enfance est intérieur. C'est une première vie dans la vie. J'ai vécu mon enfance, 1944-1955, entourée d'anciens combattants de la Grande Guerre, celle de 14. Ma première vie, je l'ai vécue au 19e siècle, campagnard, à la fois tout près et très loin de Paris, sur fond de chants de tourterelles et de coucous. Voilà, en quelques lignes, je trouve que vous campez le décor. Quand on vit au milieu des tourterelles et des coucous, on est qu'heureux, on ne peut être qu'heureux. Oui, mais le monde de l'enfance, je crois qu'il est presque toujours merveilleux parce que c'est une question c'est biologique, c'est comme ça. Les enfants, ils voient le monde. Moi, je vois mes petits-enfants à l'heure actuelle, les très jeunes, ou la très jeune, parce qu'elle a 5 ans. Bon, c'est le monde merveilleux de l'enfance qui transfigure tout. Et je pense que, vous voyez, je voyage pas mal, je vais en Égypte, par exemple, je vois des petits Égyptiens très, très, très pauvres Oui. qui sont très heureux. Oui, oui. Voilà. Bien Et sûr. donc, je crois que les enfants sont presque souvent heureux, même dans des conditions qui, objectivement, ne devraient pas pousser à ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont heureux quand ils sont aimés, et vous Oui. avez été très aimé par votre mère Oui, et mes par grands-parents. et vos grands-parents, Oui. qui étaient là, solides au poste. Mes parents sont divorcés, ils habitaient à Versailles, et ensuite je me suis retrouvé à la campagne à la suite du divorce. Et j'ai été élevé, on peut dire, en grande partie par mes grands-parents, qui, les 4, parce qu'ils étaient à 100 mètres l'un de l'autre. Ouais. Donc j'ai été élevé par des gens nés au 19e siècle. Voilà, donc ça a déterminé pas mal de choses pour la suite. Alors évidemment, vous êtes un fils du peuple français de pure souche. Ah oui, absolument. Absolument. Là, je peux vous le confirmer, ça date même d'il y a 2 jours. Vous voyez, j'ai fait le test, ou plutôt ma fille, l'une de mes filles m'a offert le test DNA, comment on a dit ça en français, enfin le texte des origines. Oui. Et je n'ai pas été surpris du résultat. On a trouvé 31% d'Europe du Sud et le complément, 60, combien ça fait 60% d'Europe centrale et du Nord, Oui. beaucoup britannique, et 30% d'Europe du Sud, c'est-à-dire Italie et un petit peu d'Espagne. Ah oui, Donc je suis 100% européen. oui, oui, Je oui. suis un Européen pure souche et un Français intégral. Voilà. Et vous le proclamez, vous en tirez une certaine fierté, Ah oui, un absolument. certain bonheur, Oui, et ça fait du bien de vous entendre. mais oui. Ben, je suis non seulement pas complexé d'être européen, j'en suis très fier. Je suis très Oui, fier. mais par les temps qui courent, ça change beaucoup. Si Ah, vous voulez. c'est vrai C'est que- doux, c'est bon à entendre. C'est vrai que l'homogénéité ethnique n'est pas comment dirais-je, n'est pas à la mode. La fierté ethnique non plus, mais c'est la mienne. Et vous allez... alors, le contact avec les vieilles personnes, les personnes d'un certain âge, est toujours source de sagesse. On a l'impression Oui. que vous avez hérité de cette sagesse des grands-parents. Sagesse, j'espère, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai été élevé en grande partie par mes grands-parents nés au 19e siècle, qui étaient des gens modestes, très modestes. Du côté paternel, c'était des paysans relativement aisés. Du côté maternel, c'était des gens vraiment du peuple. Mais le cadre était celui
de 1930 ou même de la Belle Époque. Oui. Moi, je peux dire que j'ai vécu à la Belle Époque. J'ai été élevé à la Belle Époque, avec une école communale Oui. à la Jules Ferry, pur sucre, Oui, oui, oui. avec dans la classe des garçons et des filles, évidemment, de 6 ans à 14 ans, Et dans la même classe. et cette même école discerne vos capacités et vous envoie en Voilà. ville pour poursuivre des Oui, études. ça c'était une révolution, Ça, c'était c'est- inattendu. Et c'était dur aussi. Ah, très dur. Très dur, parce que Adieu la vous étiez, tourterelle et j'étais le un petit coucou. peu un coq de village, si vous voulez. C'était confortable, c'était bon, puis c'était l'enfance. Oui. Donc j'ai quitté en même temps mon village et l'enfance, Oui. l'esprit beaucoup. d'enfance. C'est pour ça que j'aime tant Bernanos, l'esprit d'enfance, si vous voulez. Donc ça a été un choc terrible, terrible. Mais bon, j'ai eu des chocs dans la vie, et finalement les chocs, c'est ce qui permet peut-être de s'ouvrir. La vie est faite de chocs. Oui. Vous êtes, vous faites de brillantes études, vous Sciences Po, vous devenez, vous rentrez dans la banque. Enfin, tout fonctionne parfaitement, j'ai envie de dire. Oui. À cette époque, ce qu'on appelait l'ascenseur social Absolument. marchait très bien. Ah, je suis un pur produit Ouais. de la méritocratie républicaine. Absolument. Alors là, pur sucre aussi. Absolument. Oui. Et enfin, je dirais, pur produit d'une très bonne éducation et pédagogie d'instituteurs Oui, qui faisaient très bien leur travail. absolument. Avec les départements, les Oui. cartes des colonies et tout ça, j'ai connu ça. Et donc, vous commencez à travailler sérieusement dans la banque. Et puis, le monde va partir en panique, si je puis dire, et les choses ne vont pas se passer aussi bien que prévu. Vous sentez le monde dérailler avec 68, avec les intellectuels. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que Oui. autour de vous, vous étiez le seul ou vous étiez entouré? Non, je crois que j'étais le seul. D'abord, dans ma famille, on n'avait pas beaucoup d'idées politiques. Vous aviez un grand-père communiste. Ah non, l'un de ses fils. Ah, c'est l'un de ses fils. C'est l'un de ses Ok. fils, mon oncle. Oui, votre Mon oncle oncle. était communiste, mais enfin, Oui. il était communiste à sa manière. Hein. Oui. Enfin, la manière ancien communiste, si vous voulez. Aujourd'hui, on appellerait ça l'extrême droite, un peu. Mais enfin, bon. Bon, bref. Mais dans ma famille, non, on était tout le monde. Mes 4 grands-parents étaient des gens du peuple, mais des gens conservateurs. Vraiment, d'esprit conservateur, tout à fait. Oui, oui. Le peuple solide, si vous voulez. Oui, alors la folie de 68 vous a paru Ah oui, j'étais absconse. complètement... Ouais. Ben, je suis arrivé, si vous voulez, je suis arrivé de ma campagne en 62. Bon, j'avais mon bac, je suis arrivé à Paris, à Sciences Po, j'étais obligé de travailler, je n'avais pas d'argent, pas un rond pour financer mes études. Donc je travaillais beaucoup d'ailleurs, j'étais pion. Oui. Et je donnais des cours de latin. J'ai vécu avec des cours de latin pendant des années. C'est utile le latin. Ben, c'est utile aussi. Ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme, absolument, à plusieurs sens du terme. Et bon, j'étais un ovni un peu là-dedans, parce que dans ce milieu, surtout Sciences Po, c'est quand même... Ça, c'est typé. C'est la grande typé. bourgeoisie, essentiellement, bon, parisienne. C'est complètement... J'étais dans un autre monde. J'ai dit souvent, j'étais dépucelé à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est vraiment un autre monde que j'ai découvert. Et il était bon ton déjà à l'époque, rue Saint-Guillaume, il était de bon ton d'être à gauche. Ben moi, j'étais pas à gauche. Ouais. J'étais du peuple et j'étais pas à gauche. Oui, dès le départ, vous avez bloqué. Voilà. Ouais. Oui. Et comment se fait-il? Et en 68, ben, j'étais pas. Non. Et comment se fait-il? Vous avez eu des profs Non. Mais non, mais les profs, je les ai vus un petit peu, mais pas beaucoup, parce que comme je travaillais presque à plein temps, je n'ai fait mes études qu'avec des polycopes. Oui. Je n'allais pas beaucoup aux cours, j'allais aux travaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, conférence de méthode, ça s'appelle à Sciences Po. Donc j'allais aux conférences de méthode parce que c'était obligatoire. Mais les cours, j'y allais un petit peu, j'allais voir Raymond Barre, j'allais voir enfin les grands profs quand je pouvais.
mais l'essentiel des cours, je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais pas le temps. Et donc, bon, mon monde, il était ailleurs. Il était plutôt chez ceux avec qui je travaillais, les pions. Les pions qui étaient des pauvres comme moi. Bien sûr. Qui étaient souvent très à gauche aussi, d'ailleurs, peu importe, mais moi, je ne l'étais pas. Voilà. Et alors, vous tombez dans ce que vous appelez la déglingue gauchiste. Ah, ça alors. Et alors, vous avez des pages merveilleuses pour moi qui l'ai vécu. Et vous en faites un portrait extrêmement vivant. Oui. Et vous nous rappelez des trucs énormes. L'humanité qui proclame « la haine est un devoir ». National. Un devoir national. La haine est un devoir national. Ça, oui, c'est oui, Parti communiste. Ça, c'est pas 68, c'est 45. 44, 45. Oui. La haine est un devoir national. Oui. C'était un titre de l'humanité. Oui, c'est quand même... Donc, oui, il ne faut pas oublier ça. Mais en 68, malheureusement, c'est la même inspiration. Et puis des personnalités. Alors Sartre et Beauvoir, vous leur faites indiscutablement. Oui, vous savez, je ne prétends pas faire la fête de Sartre et de Beauvoir, mais je ne les aime pas. Je ne les aimais pas, je ne les aime toujours pas. Heureusement, ils ont disparu. Enfin, en tout cas, Sartre. Beauvoir, elle n'a peut-être pas tout à fait disparu, mais pour d'autres raisons. Et bon, on la maintient en vie par des moyens... Oui, peut-être, mais aussi parce qu'elle est la mère d'un certain féminisme et qui prospère. Exactement, exactement. Et vous évoquez Suzanne Sontag, alors ça je l'avais complètement oublié celle-là, mais qui écrit tout de même en 67 Mozart, Pascal, l'algèbre booléenne, Shakespeare, le parlementarisme, les églises baroques, Newton, l'émancipation des femmes, Kant, les ballets de Balanchine n'absolvent pas ce que cette civilisation particulière a infligé au monde, la race blanche et le cancer de l'histoire humaine. Oui. Elle voyait loin, la fille. Suzanne Sontag. On y est maintenant, ça y est. Suzanne Sontag, oui. On y est. Alors, absolument. C'est une femme qui est... Elle est décédée il y a longtemps déjà. Oui. Mais je ne sais plus en quelle année, mais enfin, il y a déjà longtemps. Mais elle avait tout senti, tout prévu, tout annoncé. Oui, ce qui tente à prouver que toute la propagande était déjà dans les tuyaux. Ah bah bien sûr. Elle était née... Toute cette idéologie nouvelle là, dans laquelle nous sommes à fond là maintenant, de culpabilité de l'Occident, absolument, de mépris de l'Occident, ce totalitarisme démocratique dans lequel nous sommes maintenant, il n'est pas né par hasard. Et il est né notamment en France justement des déconstructeurs, passé ensuite dans les universités américaines et revenu chez nous en boomerang. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Ce que nous vivons en ce moment, le déconstructeur, le décolonialisme, les études de genre et tout, ça vient de ça. Et ça date des années 60. Foucault. J'ai lu hier un article très intéressant dans Politique Magazine sur, tenez-vous bien, la mise en accusation des orchestres de musique classique en Amérique, à New York. Parce qu'ils sont trop blancs et que les Noirs sont perdus dans une partition de Mozart. Ah oui. Non, mais aujourd'hui, on est en plein délire. Dans mon bouquin, je développe un petit peu le père Ubu, si vous voulez, Alfred Jarry. Je ne sais plus, le Ubu roi, ça date de la fin du 19e siècle, était écrit par Alfred Jarry. Et là aussi, c'est comme Susan Sontag, il avait tout prévu. C'était, enfin, vous me direz, j'exagère un peu, mais en tout cas, il y a ce côté burlesque, renversement des valeurs, les certitudes, le bon sens mis cul par-dessus tête, tout ça, c'était annoncé dans Ubu aussi. Alors nous vivons l'apothéose d'Ubu en ce moment. Mais c'est tout de même... on se pose des questions sur l'intelligence de ces gens-là. Enfin, Oh, ça, vous savez, l'intelligence, c'est de petites choses à la surface de nous-mêmes. Hein. Oui. Non, mais je veux dire, si l'intelligence, c'est pas une preuve de bon sens. Oui, vous avez raison. Surtout quand on est issu d'une race de paysans, c'est complètement antinomique. Voilà. On revient toujours à vos origines paysannes. Voilà, exactement. Moi, j'aime bien les rustiques. Oui. Sorti de la rusticité, on déraille, ça c'est sûr. Exactement. Mais
Mais enfin, c'est très passionnant de voir que tout était annoncé donc déjà dans les années Oh, 60. absolument, C'est, absolument. euh, vous évoquez tout de même de très belles rencontres. Ah oui. Et ça, c'est très agréable. Vous aimez admirer et vous rencontrez des personnes que vous admirez. Il y a Albert Speer, il y a Bertrand de Jouvenel. Oui, absolument. Des gens qui m'intéressent. J'aurais dû être Jacques Chancel, voilà. Si je refaisais ma vie, j'essaierais d'être Jacques Chancel. C'est vrai que cette position est une position où on rencontre des gens. Ah, Et absolument. puis on les choisit en plus. Donc Mais c'est un peu la vôtre. C'est la mienne, C'est absolument. un peu la vôtre. Enfin, Oui, oui. malheureusement, je suis pas, Si, je suis pas un homme célèbre, etc. Mais enfin, ça mais permet. je peux vous dire Cette position permet de rencontrer des gens intéressants. je oui. peux vous dire que je ne changerai ma situation pour aucune autre. Ah, vous avez raison. Et c'est ce bonheur de la lecture et des rencontres que je communique aux téléspectateurs. Oui. Mais oui, alors parlons de Bertrand de Jouvenel, qui Oui. est quand même, c'est vrai, d'abord un écrivain, ensuite un esprit très clair. Ah bah, on peut considérer que c'est un des grands théoriciens du libéralisme du XXe siècle. Oui, Bon, du pouvoir, ça reste un classique. oui, Le bouquin de ce livre de Bertrand de Jouvenel, qui en a écrit d'autres, qui a été également journaliste, qui a fait des tas de choses. Il a été professeur au cours de sa vie, c'est comme ça que je l'ai connu, à la fac de droit de Panthéon, oui. Panthéon-Assas. C'est comme ça que je l'ai connu en 1900, je pense que c'était en 1967. Donc c'est vrai que je l'ai plus que rencontré, disons que je l'ai bien connu, nous avons beaucoup sympathisé, quoi, il y avait de grandes différences de tous d'âge, de tout. Il n'y en avait Oui. rien de commun et pourtant, Oui. il y a eu plus qu'une sympathie, il y a eu Oui. une amitié qui s'est développée avec Bertrand Jouvenel et c'est vrai que c'est un grand souvenir, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur, mais il était un théoricien du libéralisme, mais il était également le fils de son père, c'est-à-dire Oui. le gendre de Colette. Oui, oui, je sais. Et à l'époque, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Maintenant, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Mais enfin, à l'époque, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le côté journaliste. Il avait interviewé Adolf Hitler en 1938. Il connaissait Mussolini. Il avait ses entrées à la Maison Blanche, etc. Donc, cette famille était une famille de très grande bourgeoisie, Oui. de très haute bourgeoisie, qui avait ses entrées partout. Et Bertrand de Jouvenel était un peu le résultat de tout ça. Oui. Avec l'élégance de l'esprit. C'était un grand monsieur. Avec Et l'élégance avec un côté un petit peu aussi, comment dirais-je, il avait la classe de ceux qui n'ont pas besoin de faire semblant, quoi. Oui, Voilà. absolument, absolument. Vous parlez d'Hitler, vous avez rencontré Albert Speer. Oui. Oui, L'architecte mais je l'ai rencontré, d'Hitler. oui, je l'ai rencontré, ça c'est un peu un hasard, parce que Albert Speer faisait partie des jugés du procès de Nuremberg. Il a été condamné, il a sauvé sa tête parce qu'il était sympathique aux anglo-saxons, parce que c'était le premier manager de l'ère moderne, en fait. C'était le ministre de l'armement d'Hitler, mais c'était un très grand manager, surtout. Alors, vous me direz, bon, il y avait le côté noir, très là-dessus, on en sait plus maintenant, d'ailleurs, qu'à l'époque. Bien sûr. Bon, oui. bref. Mais enfin, il a sauvé sa tête parce qu'il était sympathique aux anglo-saxons. Et je suis allé le voir avec ma femme. Et nous sommes allés le voir au culot, je dirais, à Nuremberg. Non, non pas à Nuremberg. Non. Où il habitait. Oui, où il habite. Bon. Et j'ai cherché dans le bottin, j'ai trouvé, etc. On y est allé en tenue de campeur, un petit peu amélioré, mais à peine, vraiment comme des jeunes que nous étions, nous avions 20 ans, etc. Oui. Bon, il était sorti de prison depuis pas longtemps. On est allé, on a sonné, sa femme nous a ouvert. Il y avait du monde chez eux, on les gênait manifestement. Et malgré tout,
il a pris sur lui de venir, de nous tendre la main, de nous emmener dans un salon et de répondre aux questions. Je me suis demandé pourquoi. Je me suis demandé comment un homme de cette stature, de cette allure, de ce passé, etc., pourquoi il recevait de petits jeunes qui n'étaient rien du tout. Bon, bref. Et c'était une punition qui s'infligeait, je pense. Je l'explique un peu dans le bouquin. Oui, vous le dites, oui, oui. Cet après-guerre vous paraît horrible. Et vous écrivez, ça c'est très amusant, je commence. J'ai 3 observations de moindre échelle sous forme de dégoût, de mépris et d'envie de vomir. Des réflexes de peuple avec un cœur gros comme ça et une rigueur morale qui ne rigole pas. J'ai préféré ne pas trop développer ces aspects négatifs, mais vais en dire quelques mots. Il y a pour l'essentiel 3 catégories. Les atteintes au bon sens, les atteintes à la beauté, les atteintes à l'innocence, à l'esprit d'enfance. Vaste sujet. C'est moi qui ai écrit ça. Oui. J'en suis ravi. Et c'est assez joli parce que, en fait, bon, eh bien, les atteintes au bon sens, on en a tous les jours. Ah, on en a tous les jours. C'est que ça. Tous les jours, il faut vraiment se doper à la musique pour absolument, se garder, consoler. Se consoler, comme Schopenhauer. Pour rester calme. Les atteintes à la beauté, ça, c'est... Ben, il y en a beaucoup aussi. C'est aussi quotidien. Il y en a beaucoup aussi, oui, beaucoup. Quotidien. Oui, oui. Et les atteintes à l'innocence. Alors c'est surtout ça. C'est le plus grave, c'est ça, à mon avis. Oui. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah, alors là, vous me posez une grosse question, là. Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Mais enfin, les atteintes à l'innocence, je vous ai dit que j'étais un grand admirateur, en tout cas dans ma période de formation, un grand lecteur et un grand admirateur de Bernanos. Oui. Et Bernanos, pour moi, c'est l'esprit d'enfance. C'est l'éternelle enfance. C'est ça que j'ai au fond en disant ça. Je crois que la pureté de l'enfance est un paradis perdu. Et une vie rêvée, ce serait une vie où on serait enfant toute sa vie, quoi, finalement. Il y a une espèce de... la vie est plus... je sais pas, il y a une image de l'existence qui est plus belle, plus pure, et qu'on trouve dans l'art. C'est pour ça que je me suis réfugié dans l'art, finalement, par déception de beaucoup de choses, notamment de la politique et de l'idéologie ambiante. Je me suis réfugié très tôt dans l'art, qui est quelque chose pour lequel je n'étais pas fait au départ. Ma famille, il n'y avait pas d'art dans ma famille. Mais moi... Si, il devait y avoir les paysans de Millet. Oui. Enfin, j'exagère un peu en disant ça parce qu'il y avait un petit peu quand même. Il y avait quand même un petit peu. Il y avait comment on appelle ça, la prière de... oui, absolument. La prière des paysans. Oui, absolument. Oui. De Millet, d'ailleurs, vous avez raison de parler de Millet. Oui. Absolument. Vous savez, je fais les puces et le nombre de reproductions du Millet... L'Angélus de Millet. Le nombre de reproductions de cet Angélus est absolument étonnant. J'ai même vu, le week-end dernier, aux puces, un ensemble de pots, vous savez, farine, sucre... et sur le pot, il y avait l'Angélus de Millet. Mais vous connaissez sûrement bien, comme moi-même, le musée d'Orsay. Oui. Dans le musée d'Orsay, on dit que c'est le musée de l'impressionnisme. Mais c'est vrai. Oui, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Bien sûr. Et donc, il y a tout dans cette fin du 19e siècle dans laquelle j'ai vécu. Je vous dis, moi, j'ai été élevé au 19e siècle. Enfin, j'ai été élevé à la belle époque. Absolument. Voilà. C'est là que ma sensibilité s'est formée. Bon, il y avait tout un courant de la peinture qui était rural, qui était... je sais pas, enfin, c'est toute une époque, toute une ambiance qui n'est plus tout à fait, qui est post-romantique. Je peux dire que c'est un pré-moderne qui me plaît. J'ai vu le fond de l'existence quotidienne changer très rapidement. Préoccupations, priorités, comportements, mode, mots d'ordre, goût, mentalité, gueule dans le métro, tout a changé
du tout au tout en l'espace de quelques décennies. J'ai vu s'éteindre le monde de Céline et de Tino Rossi, et même de Sartre et d'Aragon, qui se croyaient naïvement à la page, les cons. J'ai vu émerger puis plafonner la toute-puissance américaine dans les domaines de l'économie, des arts et de la vie courante. J'ai vu mourir la France virile et guerrière et s'épanouir les misérables passions droits-de-l'hommistes, antiracistes et repentantes. J'ai vu la liberté et l'humour dépérir à travers les lois liberticides adoptées à l'unanimité d'un hémicycle lobotomisé. J'ai vu le peuple se rapetisser en mini-bourgeoisie pour rire, trouillarde, calculatrice, investisseuse et bien pensante. J'ai vu l'élite jouer sa propre partition et se détacher du peuple. Je vois en ce moment même l'Europe se suicider en accueillant à bras ouverts des masses colossales de réfugiés qui vont la tuer. Au bout de tout cela, je regarde le spectacle de la rue et y vois surtout gadou, lâcheté, musellement généralisé, hypocrisie médiocre, perte du sens commun, regard fuyant. Je suis devenu un pur vieux con. C'était moi moche avant. La nostalgie est un pansement. Oui, c'est vrai que c'est typiquement parole de vieux con, mais c'est la mienne. Quoique pas uniquement quand même, parce que... Oui, enfin, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes cons qui pensent comme nous. Vous savez. Voilà, exactement. Oui, oui. Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu autre chose, qui disent c'était mieux avant. Oui, oui. Bon, et je pense que, enfin, pour moi en tout cas, c'est vrai, globalement. Bon, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que le passé était parfait, très loin de là. Je parle largement de choses qui n'allaient pas. Et ça ne veut pas dire également que le futur est détestable et il n'y a pas d'issue. Ça ne veut pas dire ça. Enfin, ça veut dire tout de même que ce qu'on a vu, c'est dans le titre du bouquin d'ailleurs, 7 décennies qui ont changé la gueule du monde. Et c'est vrai que la gueule du métro a changé. Et pas seulement la gueule, si c'est que la gueule, c'est que l'apparence. Je veux dire, les mentalités, les représentations du monde, la philosophie, la sensibilité profonde, les réactions quotidiennes, la façon simple, la courtoisie. La courtoisie, est-ce que c'est un concept qu'on connaît encore, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une radio célèbre. Il y a une radio, oui, c'est vrai, je la connais un petit peu aussi. Oui. Il y a une radio célèbre. Alors, vous émaillez votre livre de citations extrêmement intéressantes avec des gens que nous aimons comme Dominique Vénère, comme Oui. Pascal Bruckner. Oui. Et puis alors, vous citez votre grand ami, c'est Jean d'Ormesson. Ah oui, Et alors, ça vous surprend, ça? Là, on s'étonne parce que, si vous voulez, il y a quand même une grande distance entre ce livre et l'œuvre de Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, pardonnez-moi, chers téléspectateurs, mais enfin, Jean d'Ormesson n'a jamais écrit une ligne qui puisse nuire à la vente de ses livres. Je suis un petit peu drastique, mais je l'ai bien connu. Je l'ai reçu dans mon studio parce que j'étais très éprise de son style. Il écrivait à nul autre pareil au sujet de l'Italie, de la Toscane, de Rome. C'était une merveille. Oui. Et au début, dans sa jeunesse, il était excellent à la radio pour contrer la gauche, à l'oral. Oui. Et puis, tout s'est arrêté et il n'a plus parlé que du soleil, des amours, du bonheur, mais rien de très engagé tout de même. Oui, non, mais ce que vous dites est 100% exact. Je ne me trompe pas. 100% exact, mais c'est pas tout. Parce que c'est très... Je ne sais pas comment... vous soulevez beaucoup de grosses questions. Celle-ci, c'est une grosse question aussi. C'est pas simple de répondre à une question comme ça. Disons que Jean d'Ormesson, si je résume, il était au-dessus de tout ça. Pour moi, il était au-dessus de tout ça. Ah oui, non, c'était une intelligence extraordinaire. Mais on n'est jamais au-dessus de toute son époque. Non, d'accord. Il avait un rôle. Il était quand même l'un des plus brillants éléments. Mais il ne s'est jamais pris au sérieux. Ouais. C'est ça que, justement, il n'est pas aimé à droite. Presque tous mes amis de la droite ou de la nouvelle droite que je fréquente depuis longtemps m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, mais comment se fait-il que tu te sois amouraché de Jean d'Ormesson? Mais j'ai lu presque tout Jean d'Ormesson, c'est exact, mais avec bonheur. Ouais. Parce que c'est léger et profond. C'est léger, profond, et c'est au-dessus de la mêlée.
Mais ceci étant dit... Oui, mais enfin, on est quand même dans une mêlée, il faut bien que quelques-uns y Oui, rentrent. mais c'est chacun... Il avait un rôle. Chacun Il avait son un rôle. ouais. Chacun son rôle, c'est Ouais. pas un combattant. Oui, c'est mais tout. enfin, c'était un grand aristocrate, il était né avec une cuillère d'argent dans la bouche, il aurait pu écrire n'importe quoi, il n'avait pas de problème de fin de mois. Vous lui reprochez de ne pas avoir été militant. Pas militant, non, bon, non. Il n'a pas été militant, c'est exact. C'était pas le genre. Non, pas du tout. C'était pas le genre à manifester. Mais je lui ai reproché quand même d'être... de ne pas dire la vérité, sa vérité et la vérité. Pour moi, il me fait du bien. Simplement, il me fait du bien. Il me fait du bien parce que pour moi, c'est l'esprit français dans ce qu'il y a de meilleur. C'est la profondeur, parce que c'est très profond. Contrairement à ce qu'on dit en général à droite, Jean d'Ormesson, c'est très profond. C'est très profond, c'est léger en même temps, c'est agréable à lire. Et c'est très agréable à lire. Il n'y a jamais de bassesse. Il n'y a jamais de petitesse. Non, non, c'est sûr. Au-dessus, et puis il ne se prend pas au sérieux. Non, non, je sais bien. Je choisis une de vos citations de Jean d'Ormesson. Oui. Je ne crois presque à rien. Je ne crois ni aux honneurs, ni aux grandeurs d'établissement, ni aux distinctions sociales, ni au sérieux de l'existence, ni aux institutions, ni à l'État, ni à l'économie politique, ni à la vertu, ni à la vérité, ni à la justice des hommes, ni à nos fameuses valeurs. Je m'en arrange, mais je n'y crois pas. Voilà, vous avez très bien choisi. C'est la citation, c'est une des citations clés de Jean d'Ormesson. Oui. Tout ça, c'est du cinoche pour lui. C'est quelqu'un qui avait... Non, mais c'est quelqu'un qui voyait la destinée humaine. Tout ça, c'est misérable, ça n'existe pas, c'est rien. C'est 100 ans d'existence, c'est rien. 100 ans, c'est quoi? Ah, bien sûr, c'est rien. Mais je vais vous dire quelque chose que vous, puisque vous êtes un ami de Robert Brasillach, que vous appelez mon copain fusillé. Ah oui, très joliment. Mon frère fusillé. Mon frère fusillé. J'ai eu Jean d'Ormesson en face de moi dans un studio, et il m'a dit, hors micro, quel homme, quel grand talent ce Robert Brasillach. Et il restera dans l'éternité, dans la postérité. Oui. Il restera dans la postérité. Donc il admirait Robert Brasillach. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Robert Brasillach, c'est le symbole du talent, de la je sais pas, de toutes les qualités, la jeunesse surtout, la beauté, la chaleur, l'enthousiasme de la jeunesse, flingué pour des raisons médiocres totalement, quand on voit ce procès lamentable, la façon dont tout ça s'est terminé, se dénonçant lui-même pour sauver sa mère, enfin, c'est une horreur, c'est une horreur. Et quand on voit qui était Robert Brasillach, l'homme Robert Brasillach que j'ai appris grâce à vous, puisque c'est vous qui m'avez appris du Brasillach il y a longtemps. Bon, quand on voit qui était Robert Brasillach, c'était vraiment... le dernier, c'est invraisemblable qu'on ait flingué Brasillach. C'est invraisemblable. Alors, vous avez un autre point commun avec Jean d'Ormesson, c'est votre absence d'espoir en l'éternité. Ah oui. Le ciel est vide pour vous. Oui. Et quelquefois, vous êtes un petit peu agressif. Vous parlez de la niaiseuse espérance des catholiques. Et alors, ça m'a beaucoup amusé parce que vous terminez tout de même... D'abord, dans votre carrière, vous quittez la banque parce que vous vous y ennuyez. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous comportez presque comme un missionnaire pour aller aider les pays du tiers-monde. C'est un peu catho, ça, quand même. Là, attendez, vous allez un peu vite, là. Non. Je me comporte comme un missionnaire européen, pan-européen. C'est-à-dire que missionnaire européen, c'est vrai que mais l'Europe est on n'a pas catholique, parlé, mais enfin l'Europe, ça va peut-être pas plaire à beaucoup de nos téléspectateurs, mais moi je suis. Ils aiment tous les bons livres, mais je me définis d'abord comme européen de langue française, mais je me définis d'abord comme européen, et je pense qu'il y a un peuple européen, un destin européen, une civilisation européenne, et que ça c'est le fond de mon identité. Ça c'est fondamental, et ça je ne déborderai jamais de ça. Vous avez raison. Lorsque un certain hasard de ma vie a fait que à 53 ans, je me suis trouvé devoir changer d'orientation. Je suis devenu, c'est un miracle, c'est extraordinaire, c'est un miracle. Je suis devenu expert indépendant, international, en matière de ce qu'on appelle institution building, c'est-à-dire
comment dirais-je, renforcement institutionnel des pays candidats à l'Union européenne C'est ça. pour rejoindre l'Union européenne. Donc j'ai fait ça dans pas mal de pays depuis pas mal d'années, toujours dans des ministères. Et une fois que ça a été fini, c'est-à-dire que l'extension de l'Union européenne a atteint l'étiage, je me suis reconverti entre guillemets. J'ai fait le même métier, disons, mais dans ce qu'on appelait la zone MEDA, c'est-à-dire la zone méditerranéenne, dans le cadre des accords d'association. L'Union européenne a, avec tous les pays du pourtour... Bien sûr. C'est l'époque où la communauté européenne construisait des lycées, construisait des usines, Voilà. construisait... Voilà. Alors, du sud et de l'est. J'ai fait les deux. J'ai fait surtout le sud parce que c'est là qu'il y a le plus de budget et d'occasion. Mais j'ai fait un petit peu de Russie aussi. Bon, voilà. Donc Roumanie et Bulgarie. Oui, Roumanie, Bulgarie, et beaucoup de pays, beaucoup de pays. J'ai travaillé dans énormément de pays. Et quand je dis j'ai travaillé, je n'étais pas touriste, mais j'ai travaillé soit dans le cadre de missions à court terme, qu'on appelle court terme, c'est 3 mois hein, à peu près, ou à long terme, à plus d'1 an. Voilà, 1 an, 2 ans, etc. Dans différents pays. J'ai fait ça dans pas mal de pays, oui. Mais vous terminez ce livre très joliment par une chanson qui a été créée par Jean Vilar, c'est ça? Ah, bah chantée oui. par Édith Piaf, Ah, bah oui. qui s'appelle Les Trois Cloches. Ah oui. Elle date de 1939. Voilà. Et donc c'est le destin de Jean-François Nicot. Oui. Et toute sa vie, il naît, il se marie. Oui. Et il va mourir. Oui. Et la dernière strophe, c'est tout de même « Une cloche sonne, sonne. Elle chante dans le vent, obsédante et monotone. Elle redit aux vivants « Ne tremblez pas, cœur fidèle. Dieu vous fera un signe. Vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour. » Oui. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Mais c'est très catholique. C'est très catho, donc ça m'amuse. Très chrétien. Mais moi, tout ce qui est beau me convient. Alors, tout va bien. Tout va bien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir fait découvrir ce chant. Je vais essayer de le chercher sur YouTube, chanté par Édith Piaf, parce que ça doit être magnifique. Mais, vous savez, dans ce livre, je parle beaucoup de musique classique, parce que je suis un fan, je ne sais pas si oui. Enfin bon, c'est vrai que la musique, ça m'a toujours passionné. Je suis passionné de la musique classique et surtout de musique classique française du XXe siècle. Oui. Mais j'ai découvert aussi, un peu sur le tard d'ailleurs, la chanson française. Bah, tiens, on parlait de Radio Courtoisie. Oui. Tous les jours sur Radio Courtoisie, il y a une demi-heure de chansons françaises qui sont souvent des merveilles. Bon. Et c'est vrai que dans mon livre, j'ai mis beaucoup de chansons françaises parce que j'aime ça. Voilà, c'est tout. Puis beaucoup de Trenet, beaucoup de... Ah, Trenet. Trenet n'est pas entré à l'Académie française. Ça, c'est un péché. Ça, c'est pas bien. Non, il fallait mettre Trenet parce qu'il est plus immortel. Il est plus immortel que les immortels. Que d'autres. Voilà. On ne va pas citer de nom. Écoutez, merci beaucoup, Jacques-Georges, de ce beau livre, 7 décennies qui ont changé la gueule du monde. C'est chez Ibacom, Isabelle de Brémond-Ars, avec une belle préface de Philippe Conrad. Oui. Elle a sous-titré « Témoignage piquant d'un Gaulois d'Europe ». Et je crois qu'il fera plaisir à un certain nombre d'hommes et de femmes de notre génération qui vont retrouver beaucoup de sensations et beaucoup de vérité et beaucoup de blessures que nous avons vécues parce que nous avons tous été les spectateurs de cette dérive effrayante vers une certaine forme d'abîme tout de même. Oui, absolument. On m'a dit que ce livre avait deux publics. On m'a dit les gens qui, comme toi, ont vécu, ont passé 7 décennies auxquelles il a fallu assister, voilà, avoir une évolution qui n'est pas toujours tout à fait celle qu'on souhaite. Et puis également les jeunes. J'aurais bien aimé, d'ailleurs, peut-être qu'un jour ça se présentera, témoigner devant des jeunes. Ce qui me passionne aujourd'hui, c'est les jeunes. Mes petits-enfants, mais plus largement tous les jeunes de notre pays,
de, Ah non, mais vous notre, avez un rôle de notre Europe. vous avez un rôle de témoin à jouer. Voilà, exactement, c'est ça. Leur donner la conscience de leur identité et de leur identité à tout Et les point de vue. renforcer dans leur identité et les... L'identité, c'est plus important que la souveraineté. L'identité, c'est le cœur du cœur. Bien sûr. Ce Bien bouquin, sûr. il existe à cause de ça. J'aimerais bien citer, je crois que vous la citez dans le premier chapitre, la France la France de Dominique Vénère. Ah oui. Dominique Vénère, ce n'était pas un ami, mais c'était une connaissance. Oui, c'est vrai que Dominique Vénère, c'est mon grand frère aussi. Hein. J'ai sa citation, je vais la retrouver. Mais vous aimez aussi, bien sûr, Céline, parce Oui. que lui aussi parle vrai. Ah, Céline, c'est une... Céline, on pourrait parler des heures sur Céline. Céline, c'est vrai que c'est un personnage avant tout. C'est un homme qui ressemble à aucun autre. C'est une personnalité vraiment. Tiens, un mini Céline, mais que j'adore aussi, c'est Boudard. Oui. Personne ne parle plus de Bien Fonfonce, sûr. Alphonse Oui, Boudard. oui. C'était un mini Céline, c'est un Céline qui a suivi Céline, mais j'aime beaucoup aussi. Si je pouvais ressembler à Boudard, ça me conviendrait très bien. Je prétends pas être Céline. Voilà, j'ai retrouvé Dominique Vénère. Tout homme porte en lui une tradition qui le fait ce qu'il est. Il lui appartient de la découvrir. La tradition est un choix, un murmure des temps anciens et du futur. Elle me dit qui je suis, elle me dit que je suis de quelque part. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux jeunes. C'est vrai, et en plus c'est beau. Et il faut oui, ah oui, il écrivait magnifiquement. Oui. Elle me dit qui je suis et que je suis de quelque part. Voilà. Et on a fait croire à notre jeunesse qu'ils étaient du monde entier, qu'ils étaient des valises dans des aéroports. Oui. Non, vous êtes de quelque part. Voilà. Et ça, il faut qu'en effet, vous le témoigniez devant les jeunes. Et merci pour ce livre, Jacques Georges. Merci d'avoir écrit. Merci Anne Brassier de m'avoir invité. Et bravo c'est un grand plaisir. Et bravo à Isabelle de Brémondas, parce que j'en ai pas parlé, mais le livre est illustré de photos de la campagne, et plus tard de votre vie, de caricatures de presse, Alors si elle nous écoute, Isabelle de oui, Brémondas, elle va nous écouter. et Frédéric. Voilà. Et Frédéric oui, se reconnaîtra si elle s'entend. Mais enfin, absolument. toutes les deux ont fait un très beau travail. Un très beau travail. C'est un livre heureux à offrir pour la fête des pères. Ah. Chers amis de TV Liberté, à très bientôt. Au revoir, Jacques Georges.